Donc, on va faire une présentation à deux voix avec Jean-Michel pour vous présenter un petit peu un panorama de nos activités de recherche et développement au CEA Grenoble, donc au niveau du CEA Leti et au niveau du CEA IRIG, avec pour certaines de ces technologies une activité de développement commune. Alors, je vais passer très rapidement sur les éléments de contexte. Donc, l'application phare pour les technologies quantiques photoniques, c'est la sécurisation des communications. Donc, on vient de le voir dans la présentation précédente de Gaëtan Gras. Une fois qu'il y aura des ordinateurs quantiques disponibles avec une puissance suffisante pour pouvoir implémenter l'algorithme de Shor, eh bien, les algorithmes de chiffrement actuels RSA seront menacés. Donc pour ça, il faut développer des communications qui soient résistantes à la menace de l'ordinateur quantique. Donc c'est l'approche de cryptographie quantique qui consiste à échanger des clés de chiffrement de façon quantique. Alors dans ce domaine, il y a toute une variété de protocoles, depuis le premier protocole BB84, donc inventé dès 1984, qui font appel à un support de l'information quantique. Donc on va parler de qubits photoniques, où l'information va être transportée sous forme de photons uniques ou d'états comprimés de la lumière. Et en fonction des protocoles de cryptographie quantique, ça va se traduire par des exigences différentes en termes de hardware photonique. Donc pour les protocoles les plus simples, entre guillemets, type BB84, il s'agit de transmettre une clé d'un émetteur Alice à un récepteur Bob. Et donc là, on fait l'hypothèse que à la fois Alice et Bob sont dans des laboratoires ultra sécurisés et que seul le lien de transmission ne l'est pas. Donc pour mettre en œuvre ce type de protocole, ce qu'on va exploiter, c'est le principe de superposition quantique. Ensuite, il y a des protocoles plus avancés, donc les protocoles qu'on appelle indépendants de la mesure, LDI-QKD, ou indépendants des dispositifs, sources et détecteurs, qui vont permettre de relâcher les hypothèses de sécurité qui sont faites au niveau de la source et des détecteurs. Et en particulier, pour les protocoles les plus avancés DI-QKD, ça va se traduire par des exigences très fortes, de plus en plus fortes sur le hardware. Et ces protocoles vont faire appel non seulement à la superposition, mais aussi à l'intrication des photons. Alors, les photons uniques sont aussi un type de qubit possible pour le calcul quantique. Donc, ils ont un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est l'absence ou la faible décohérence, leur faible sensibilité par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des qubits photoniques. Ils présentent aussi l'avantage de pouvoir être encodés sur différents degrés de liberté et même de pouvoir combiner différents degrés de liberté pour plus d'efficacité. Ils ont une grande connectivité entre eux, entre des qubits distants. Le calcul quantique, le cœur de calcul peut être fait à température ambiante, dans le cas d'une approche modulaire comme celle qui est proposée par exemple par Candela. On peut faire appel à des technologies scalables, donc notamment toute la technologie photonique silicium. Et puis, dans le cas où on imagine une architecture de processeurs distribués, si les processeurs sont des processeurs photoniques, pour pouvoir relier ces processeurs entre eux sans perdre la qualité quantique des qubits, eh bien, on voit qu'on n'a pas besoin de faire une transduction entre des qubits de nature différente, donc ce qui peut aider à diminuer un petit peu la complexité des systèmes. Alors bien sûr, comme pour toutes les technologies de calcul, il y a beaucoup de défis pour y arriver. Et donc, notamment pendant longtemps, les gens n'ont pas cru que les qubits photoniques pouvaient être un support possible pour le calcul quantique à cause du fait que les portes logiques faites avec des photons ne sont pas déterministes. Donc ça a été un point bloquant pendant longtemps. Mais il y a eu beaucoup d'avancées théoriques. Donc il y a eu notamment une avancée marquante en 2001 avec la proposition d'un schéma de calcul à base de qubits photoniques qui s'affranchit du fait que les portes quantiques photoniques ne sont pas déterministes.
Donc c'est une nouvelle façon de faire où on a besoin, comme ressource de base, on a besoin de créer des états clusters qui contiennent un grand nombre de photons intriqués. Et après, il y a aussi des challenges au niveau des composants eux-mêmes. Donc pour les sources de qubits photoniques, il y a des challenges en termes de pureté des photons uniques, d'indiscernabilité, d'efficacité, etc. Et puis également de mettre de la même façon au niveau des détecteurs de photons uniques. Donc ça a été quand même assez marquant que sur les 3 démonstrations qui ont été faites jusque-là d'avantages quantiques, 2 ont été faites grâce à des qubits photoniques. Donc la première en 2020 par une équipe chinoise. On voit ici un banc de calcul quantique fait avec des centaines de composants discrets, des interféromètres qui sont contrôlés de façon vraiment très fine. Il faut contrôler la phase très fin pour pouvoir mettre en œuvre le calcul. Donc ça a vraiment été une prouesse expérimentale. Et puis plus récemment, cette année, une démonstration de la start-up canadienne Xanadu, donc qui a montré, dans une approche un peu différente, qu'on appelle variable continue, donc qui utilise des qubits qui sont des états comprimés de la lumière. Et donc ils ont montré dans un système fibré un calculateur avec 216 qubits. Donc jusqu'à présent, ces 2 démonstrations montrent l'avantage quantique, mais ne sont pas encore utilisables pour répondre à des applications concrètes. En tout cas, quand on voit cette photo de banc optique, on voit le besoin qu'il y a de développer des technologies intégrées. Donc c'est notre but au LETI, c'est de s'appuyer sur les technologies intégrées silicium, parce qu'elles sont bas coût, parce qu'elles permettent de faire une grande densité de composants sur la même puce. Et aussi, donc, le silicium est intéressant parce que ça nous donne la possibilité d'envisager la co-intégration entre une puce photonique de calcul ou pour la crypto quantique avec son électronique de contrôle. Alors, au LETI, on a une activité historique de photonique sur silicium, donc notamment pour les applications télécom, datacom, ce qui nous a amené à développer cette technologie et de la mener à un bon niveau de maturité. Donc vous voyez ici toute une bibliothèque de composants que je ne vais pas détailler, mais ce sont des composants pour router la lumière, pour la filtrer, pour la moduler aussi à vitesse très rapide, la détecter, etc. Et ce qui nous a permis de développer des modules émetteurs-récepteurs, par exemple, pour les datacom. Alors, un point qui est très important pour les applications quantiques, ce sont les pertes optiques sur la puce. Donc ça, c'est vraiment un point crucial de les réduire au minimum. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et on a des pertes records de moins de 1 dB par centimètre sur la puce. Et puis l'autre point aussi qui est important, c'est que c'est une plateforme versatile, c'est-à-dire que on dispose d'une technologie de collage direct qui nous permet d'intégrer de nouveaux matériaux quand c'est nécessaire pour réaliser certaines fonctionnalités. Et puis il y a une deuxième plateforme qu'on appelle nitrure de silicium, qui est un peu la plateforme jumelle, qui fait appel aux mêmes outils de fabrication CMOS, donc qui a aussi les mêmes propriétés de scalabilité. Et là, l'avantage, c'est que les pertes optiques sont encore plus faibles, d'un ordre de grandeur par rapport à celle du silicium. Et l'autre avantage, c'est aussi la largeur spectrale accessible, qui est compatible avec différents types de sources notamment. Donc notre but au LETI, c'est de développer en fait toute une boîte à outils de composants clés pour répondre aux besoins des applications quantiques, que ce soit dans le domaine des communications ou du calcul quantique. Donc ces composants clés, c'est des composants qui peuvent permettre de générer des qubits photoniques, de les manipuler de façon cohérente sur la puce et de les détecter également sur la puce pour pouvoir ensuite construire des circuits intégrés, transmetteurs-récepteurs pour les communications ou des circuits de calcul quantique programmés.
Alors, je vais commencer à l'envers. J'ai commencé par les composants pour la détection, et puis on verra ensuite les sources. Alors, pour la détection, on a deux technologies qui vont répondre à différents types d'applications. Donc, la première technologie, c'était à la base, ce n'était pas une technologie intégrée sur silicium, c'est une technologie standalone avec des matériaux 2,6, donc des photodiodes à avalanche, qui ont pu être portés jusqu'au régime de comptage de photons à un débit très élevé. Donc ça, c'est un composant qui est déjà mature et nos activités actuelles consistent à développer l'hybridation de ces photodiodes sur des circuits de photonique intégrés. Donc ça peut répondre à des besoins en communication, par exemple pour établir des liens de communication Terre-satellite. Et ça a l'avantage d'être rapide, avec un taux de comptage au gigahertz, et de fonctionner à température relativement élevée, à 77 K. La deuxième technologie, si on veut atteindre une efficacité et des coûts d'obscurité, une efficacité très élevée, proche de 100%, et des coûts d'obscurité très faibles, c'est la technologie supraconducteur. Donc on en a eu un premier aperçu dans la présentation précédente des quantiques. Donc au CEA, l'histoire a commencé d'abord à l'IRIG avec le développement de détecteurs supraconducteurs en incidence normale à base de méandres, donc très peu épais, et de matériaux supraconducteurs NBM. Et donc avec des résultats très intéressants en termes d'efficacité, jusqu'à 85% d'efficacité de détection à une température de 2,5 Kelvin. Et donc aujourd'hui, notre activité commune avec Jean-Michel à l'IRIG, c'est de transposer cette technologie supraconducteur vers une technologie intégrée sur des guides d'ondes, de manière à pouvoir avoir des détecteurs qui puissent être intégrés dans des circuits de réception pour la QKD ou des circuits calcul quantique. Donc on a beaucoup travaillé sur l'optimisation du matériau supra lui-même, sur des wafers de 200 mm de diamètre, de manière à augmenter le plus possible la température critique pour pouvoir travailler de manière confortable entre 2 et 4 Kelvin. Et puis, on a également développé toute la technologie de fabrication de ces détecteurs supraconducteurs sur notre plateforme photonique sur silicium. Vous voyez ici une image de nanophiles intégrés sur un guide d'onde. Et donc c'est un développement qui est en cours. Pour l'instant, on a des résultats préliminaires à température ambiante qui nous montrent qu'on a un très bon rendement de fabrication sur des wafers de 200 mm de diamètre, ce qui était un challenge, et donc des résultats de résistance électrique très prometteuses pour les caractérisations cryogéniques qui vont avoir lieu très prochainement. Je vais passer maintenant à la partie manipulation des qubits photoniques sur la puce. Ah non, j'ai raté un slide. Voilà, manipulation des qubits photoniques sur la puce. Donc là, on a déjà deux technologies à notre disposition. Donc la première, c'est une technologie de déphasage thermo-optique. On met des petites chaufferettes au-dessus d'interféromètres de Mach-Zehnder pour déphaser la lumière. L'avantage, c'est que ça n'apporte aucune perte optique supplémentaire. Donc ça, c'est très intéressant, par exemple, pour le calcul. Par contre, c'est relativement lent. On est de l'ordre de 10 à 100 kHz. Et quand on veut en faire fonctionner un très grand nombre sur la même puce, on a une dissipation thermique non négligeable. En tout cas, c'est déjà une technologie qui est à disposition pour faire les premières générations de puces de calcul quantique. La deuxième technologie qui a été développée pour les télécoms datacom, c'est des modulateurs à effet de dispersion plasma. Donc on met une jonction dopée dans le guide d'onde. Et là, on peut atteindre des débits très élevés, de l'ordre de 50 gigabits par seconde. Donc ce sont des modulateurs qui peuvent être utilisés pour implémenter les premiers protocoles de cryptographie quantique. En revanche, ils ne sont pas utilisables pour l'instant pour le calcul parce qu'ils ont trop de pertes optiques intrinsèques à cause du dopage. Donc, une technologie qui pourrait combiner les avantages en termes de faibles pertes et de vitesse
par rapport aux deux technologies précédentes, ce serait d'utiliser des modulateurs à effet Pockels en intégrant le matériau niobate de lithium par collage direct sur notre plateforme silicium. Donc ça, c'est une activité qui commence aussi, donc avec des retombées dans le domaine du calcul et des communications. Alors j'en viens maintenant aux sources. Alors pareil, plusieurs approches possibles en fonction des applications visées. La première approche, la plus mature, pour les communications quantiques, pour les protocoles qui font appel uniquement à la superposition des photons, c'est d'utiliser des lasers atténués. Et donc là-dessus, on avait développé toute une technologie de laser hybride 3,5 sur silicium par cette technique de collage direct. Donc vous voyez une illustration ici avec des petites puces de matériaux 3,5 qui sont collées sur un wafer de silicium. Et avec ces lasers hybrides 3,5 sur silicium, eh bien, on a pu faire en collaboration avec DTU au Danemark une expérience d'Ongo-Mandel qui permet de qualifier l'indiscernabilité qu'on peut obtenir avec deux puces de laser hybride 3,5 sur silicium. Et donc là, on a obtenu un très bon résultat avec une visibilité de 46% par rapport à la limite théorique qui est de 50%. Donc ça, c'est une première technologie accessible pour réaliser des transmetteurs miniaturisés pour la QKD. Et ensuite, si on a besoin d'exploiter aussi les phénomènes d'intrication quantique, là, il faut passer à une vraie source de photons uniques, sachant que les lasers atténués sont une source approximée de photons uniques. Donc cette fois-ci, il nous faut une vraie source de photons uniques. Et pour avoir une source totalement intégrée sur silicium, on va exploiter un effet de génération non linéaire, c'est-à-dire qu'avec un laser de pompe, on va générer dans une cavité résonante intégrée dans le silicium des paires de photons uniques. Voilà, donc là c'est un exemple de mesure de corrélation qui permet de vérifier que avec cette paire, donc on a un photon qui annonce le deuxième et on vérifie que le deuxième est bien un photon unique par cette fonction de corrélation. Pour l'instant, ce sont des sources qui ont un taux de génération mégahertz, mais on voit que si on utilise tout le spectre non linéaire de paires de photons qui est généré, on va pouvoir mettre en œuvre du multiplexage pour augmenter le débit jusqu'au gigahertz. Donc ça, c'est une technologie très prometteuse parce qu'elle est sur silicium, donc elle est scalable et on peut rendre les sources indiscernables grâce à l'effet d'accordabilité thermo-optique. Elle a quand même un inconvénient, une limitation, c'est sur le fait que les photons qui sont émis ne sont pas déterministes dans le temps. Et donc ça, on peut trouver des parades pour les utiliser quand même pour le calcul, mais ça demande un gros overhead en termes de composants. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Jean-Michel qui va nous parler de composants plus avancés pour la génération des qubits photoniques. Merci Ségolène. Alors, composants plus avancés, je ne sais pas. Peut-être composants moins avancés, mais qui peuvent ouvrir effectivement de nouvelles fonctionnalités. Alors, je vais parler en fait de la source de photons uniques. Je voudrais revenir un tout petit peu au niveau de la physique, de façon à ce que vous compreniez quels sont les nouveaux concepts qu'on peut utiliser, mettre en œuvre pour avoir des sources de photons uniques plus performantes que celles qui sont disponibles actuellement. Là, Ségolène a bien expliqué qu'on a un problème associé au non-déterminisme de certaines sources. Ce qu'on veut vraiment, in fine, c'est avoir une sorte de pistolet à photons, un composant électronique, pour lequel, lorsqu'on appuie sur la gâchette, eh bien, on a une impulsion qui sort, qui contient exactement un photon. Et si on fait l'opération 2 fois, eh bien, on veut que les photons soient strictement identiques. Alors, si on se les resynchronise, eh bien, on ne pourra plus les distinguer. Ce sont des photons indiscernables. Donc, pour ça, en fait, il n'y avait pas de composant télécom sur l'étagère, n'est-ce pas? On ne pouvait pas utiliser une LED, on ne pouvait pas utiliser un laser à la fin des années, à la fin du millénaire précédent. Donc, la source de photons unique, en fait, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un composant du nouveau millénaire, comme le détecteur de photons uniques dont on a parlé aujourd'hui. Ce sont deux composants, en fait, qui ont été inventés pour les technologies quantiques. Ce sont
de nouveaux composants électroniques qui ont été vraiment inventés pour ça. Alors, à quoi elle ressemble cette source de photons uniques? Alors, je vais vous montrer à quoi elle ressemblait il y a 20 ans. C'est ce que vous avez à gauche. Elle est constituée en fait d'une boîte quantique. Boîte quantique, ça a des états discrets. C'est en fait un atome artificiel. Comme un atome, ça a des niveaux d'énergie discrets. Et de la même façon qu'un AFP avait pu émettre des photons uniques ou des paires de photons en utilisant un atome de calcium tout seul, c'est ce qui avait permis de faire ces manipes de violation des inégalités de Bell, des années 80, eh bien, en utilisant un atome artificiel, nous avons pu, à la fin des années 90, en fait, générer des photons un par un à la demande. Alors, un atome artificiel, comme un atome, ça émet dans toutes ces directions de l'espace. Donc, si on veut que ce photon unique soit utile, bien sûr, il va falloir le canaliser. Il va falloir que l'émission spontanée soit émise dans une direction donnée. Que les photons soient préparés dans un état bien défini, dans un mode bien défini. Et donc, pour ça, on met la boîte quantique dans une microcavité optique. Donc ça, c'était à la fin des années 90, c'est ce qui avait conduit à la première démonstration d'une source de photonique déterministe. C'était un travail qui avait été fait à l'époque par le laboratoire du CNET, de France Télécom, et le CNRS. C'est l'unité qui est devenue ensuite le CNRS-LPM. Alors, quelques années après, en fait, cette technologie a été redéveloppée, elle a fait l'objet d'un énorme effort de développement dans l'équipe de Pascal Sénard au CNRS à partir de 2007-2008. Et c'est ce qui a donné lieu à la création de Candela. Donc vous voyez que la source photonique, c'est une source doublement française pour les démonstrations et aussi pour cette première compagnie, Candela, qui a été capable de mettre sur le marché une source mûre de photonique. Alors, je précise en bas qu'il reste de la place pour des améliorations. Il a ça, le fait que les sources sont disponibles, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent acheter une source et l'utiliser. Le fait qu'il y ait place pour l'amélioration, c'est une bonne nouvelle pour tous les chercheurs qui ont envie de continuer à développer cette source. En pratique, c'est très difficile de combiner vraiment toutes les performances dont on a besoin en les mettant au meilleur niveau. La source efficace à 100%, émettant des photons parfaitement indiscernables à 100%, eh bien, elle n'existe pas pour le moment. Donc, il faut continuer à travailler sur ces sources pour les améliorer. Un autre inconvénient de la source à microcavité, par exemple, c'est que ici, on utilise un mode discret, un mode qui est très fin spectralement. Et puisqu'on doit assurer la résonance entre l'atome artificiel et le mode de cavité, eh bien, on a une source qui est par construction non accordable, très peu accordable, ce qui rend difficile de travailler avec N sources travaillant toutes à la même longueur d'onde. Donc, pour ça, en fait, eh bien, on travaille au CEA sur d'autres géométries de sources de photons uniques. Alors, je vais commencer par revenir au silicium. Et donc, ici, en fait, nous avons une action très exploratoire qu'on mène avec l'Université de Montpellier et de Marseille sur une nouvelle source de photons uniques déterministe, un nouvel atome artificiel. C'est quoi cet atome artificiel? Eh bien, c'est simplement un défaut unique d'implantation dans le silicium. Alors, les défauts d'implantation du silicium, ils sont extrêmement bien connus depuis les années 70. C'était vraiment une plaie, donc il fallait se débarrasser. Donc, des tas de méthodes avaient été mises en place pour les étudier, notamment leur propriété optique, et aussi pour les éradiquer petit à petit. Aujourd'hui, on revisite cette thématique en essayant maintenant de trouver des atouts à ces atomes artificiels. Donc ici, par exemple, vous avez un résultat récent où on a implanté silicium, un échantillon de SOI. Et donc, vous voyez ici ces trois petites cartes là, où je zoome petit à petit. Donc, vous voyez la zone implantée là, qui est lumineuse de façon à peu près uniforme. Et si je regarde sur les bords, en bord de la zone d'implantation, eh bien, vous voyez que je commence à voir ici des petites taches ici. Et puis, je peux zoomer encore et j'aurai, dans une zone de 3 par 3 microns, une seule tache. Cette tache, en fait, elle correspond à un seul défaut d'implantation qui s'appelle un centre
c'est le centre W du silicium. On peut l'identifier via sa signature optique. Et le centre W, en fait, il est constitué par 3 interstitiels silicium qui sont bien rangés, un petit triangle, là, le long de l'axe 1,1 du silicium. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est tout seul? Eh bien, en fait, on peut regarder quelles sont les corrélations entre les photons qui sont émis par cet objet. Et quand on fait ça, on obtient cette courbe typique de corrélation de photons qui nous montre que les photons sont dégroupés. Le petit objet, le petit système qu'on regarde là, ne peut émettre qu'un photon à la fois. Donc on apprend de cette expérience, d'une part, qu'il n'y en a qu'un, et d'autre part, on confirme que ce 1, un peu artificiel, est capable effectivement d'émettre des photons un par un. Donc maintenant, quelle va être la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'installer cet atome artificiel au sein d'une cavité optique, comme on l'a fait autrefois il y a 20 ans pour les boîtes quantiques, de façon à faire en sorte que tous les photons sont colorés dans le bon état et vont dans la bonne direction. Donc typiquement, ce qu'on va faire, eh bien, c'est donc mettre notre émetteur en qualité. Donc nous avons des résultats préliminaires que je vais montrer ici. Mais, ok. Donc, ce qu'on va faire, l'objectif, eh bien, c'est de mettre cet émetteur ici dans une cavité optique, placé au sein d'un guide d'onde, et de façon à ce que tous les photons émis par l'émetteur, centre W, ou centre G, partent dans le guide d'onde. Donc ça, c'est une technologie qui est maîtrisée du point de vue de la photonique silicium, bien sûr. Et donc les points clés maintenant, ça va être de faire des ensembles de défauts suffisamment peu denses par implantation contrôlée, et puis ensuite de positionner de façon déterministe l'émetteur au bon endroit de la cavité avec la bonne orientation du pôle par rapport au mode de qualité. Ça va être ça les grands enjeux. Donc, où est-ce qu'on en est? Eh bien, ici, on a commencé à travailler non pas avec un émetteur, mais avec des ensembles d'émetteurs. Là, vous avez des résultats obtenus pour des petits anneaux de quelques micromètres de diamètre sur SOI. Et on voit donc qu'on est capable en fait, d'observer dans ces anneaux l'émission des centres colorés qui sont dedans, ici des centres G. Et on voit aussi que lorsqu'on met la raie d'émission principale de ces centres G en résonance avec un mode de qualité, et bien d'un seul coup, c'est la courbe verte, hop, on a un facteur 5 fois plus de signal, ce qui montre qu'on a bien ce couplage résonant qui s'installe entre nos centres colorés et nos modes. Donc ça, c'est la première signature d'un effet de qualité pour des centres colorés, et c'est une très forte indication qu'on va arriver assez vite, en fait, à cette situation idéale. Alors, je voulais parler, un dernier transparent, d'autres actions qu'on a, qui sont plus tournées, cette fois, non pas vers l'intégration sur silicium pour les technologies quantiques intégrées, mais le développement de sources qui pourraient peut-être à terme se marier ou prendre le relais de la géométrie Candela actuelle. Je vous ai dit tout à l'heure que une des limitations des cavités, c'est qu'il y a ce mode étroit et le fait qu'on a quelque chose d'un peu rigide à la fin où on ne peut pas vraiment avoir une accordabilité en longueur d'onde. Eh bien, en fait, il y a d'autres solutions que les microcavités qui permettent de contrôler l'émission spontanée. On a introduit à Grenoble ce qu'on appelle ici, par exemple, les trompettes photoniques. Oui, c'est une sorte de tuyau, un arsenal de gallium, dans lequel on a mis une boîte quantique. Et ce tuyau fait 200 nanomètres de large ici à la base, et 20 microns de long. Eh bien, quand on met comme ça un atome artificiel dans un tuyau de haut indice de 200 nanomètres de large, toute l'émission spontanée part dans le tuyau. C'est ça qui est fabuleux. Il y a un seul mode qui est là-dedans. Toute l'émission spontanée part dedans, dans ce mode. Et puis on évade ici progressivement ce tuyau de façon à obtenir en sortie un faisceau extrêmement peu divergent, donc très bien adapté, par exemple, au couplage à une fibre optique, ce qu'on a par exemple pu réaliser assez facilement. Alors, on a montré de belles performances pour cette source particulière.
On a montré qu'on peut avoir cette accordabilité sur une large gamme spectrale. On a montré aussi une très haute efficacité, supérieure à 70%. Et par contre, en fait, on s'est rendu compte, après l'avoir fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, que la boîte quantique ici, eh bien, elle est très perturbée par les vibrations de notre fil. Le fil, ici, il bouge à basse température de quelques picomètres à cause du mouvement brownien, et ces quelques picomètres, à cause des contraintes qui s'exercent à la base lorsque la trompette bouge, ben, ces quelques picomètres nous perturbent notre atome artificiel. Donc, on est en train de passer, et on a de premiers résultats, sur une nouvelle structure qui combine en fait les propriétés des cavités, le fait qu'on a notamment de l'exaltation de l'émission spontanée, et aussi qui élimine ce problème de vibration tout en gardant l'aspect broadband de l'objet. Ça ressemble à quoi? C'est ce que vous voyez ici, vous avez l'échelle, 100 nanomètres. C'est en fait un petit bout de cette trompette. On l'a coupé ici, la trompette. Ça fait une petite facette ici en haut, un petit miroir GSR. Et ça suffit en fait pour fabriquer une cavité. Et nous avons pu montrer en fait que ce système combine effectivement dans une large mesure les avantages des cavités et des fils photoniques, tout en éliminant le problème du couplage vibration, parce que ça, cet objet-là, il ne peut pas tellement vibrer. Voilà, donc je voulais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné comme ça quelques indications, quelques illustrations qui vous montrent en fait qu'il y a encore beaucoup de place pour l'innovation. Franchement, c'est une thématique pour laquelle on peut vraiment, encore aujourd'hui, largement générer de l'API. Le problème, c'est parfois de générer de l'API trop tôt. La source de photonique, la première que vous avez vue, boîte quantique haute qualité, développée en 2000, et vous voyez qu'elle est commercialisée en 2020, comme d'habitude. Donc, bien sûr, les brevets ils ont été pris trop tôt. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté.